Est-ce que ce sont là des annonces qui finalement constituent une stratégie de pillage des finances du Congo? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait annoncé, comme l'a dit tout à l'heure Évrard, des mesures, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des décennies, on annonce eau pour tous, santé pour tous, comme qui dirait, mais on a aussi annoncé la création des emplois depuis fort longtemps. 2009, je me rappelle, Denis Sassou Nguesso a annoncé 40 000 emplois, rien n'a été fait. 2019, il vient annoncer aussi la création des emplois, mais avec un accent particulier sur le recrutement des enseignants. Il parlait de 2000 enseignants, rien n'a été fait. Les enseignants déambulent encore et ils sont là en train de manifester pour leur intégration à la fonction publique. Et 2024, on dit année de la jeunesse et on parle de 10 000 emplois identifiés déjà, c'est-à-dire des postes au niveau de la fonction publique étaient déjà identifiés et donc il ne restait qu'à lancer finalement le recrutement. À côté de ces 10 000, on a parlé de 90 000 emplois à créer. Poser la question aux Congolaises et aux Congolais qui souffrent dans les différents hôpitaux les difficultés pour pouvoir bénéficier d'une césarienne, pour pouvoir obtenir simplement un passeport. Mais en réalité, les Congolaises et les Congolaises le savent, ce sont des slogans qui sont lancés comme ça et il n'y a pas de cadre institutionnel assez fort pour porter, pour mener ces slogans. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un cadre constitutionnel, d'un cadre institutionnel, des institutions fortes, l'État fort qui puisse porter toutes ces mesures publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas décréter année de la jeunesse sans la partie institutionnelle qui puisse accompagner tout ça. C'est quoi une année de la jeunesse? Est-ce que vous avez entendu parler des mesures concrètes qui seraient par exemple la gratuité de tous les transports pour les jeunes? Ce qui favoriserait justement le développement, comment dire, l'expansion ou les différentes initiatives que pourrait prendre la jeunesse. Transport, par exemple, à moins 50% pour tous les billets d'avion, transport gratuit ou moins 50% pour les billets de train. Est-ce que vous avez entendu parler des mesures d'accompagnement de la jeunesse, par exemple des aides pour la création d'emplois, de la formation réelle et non pas quelques poignées, et par-ci et par-là, la jeunesse du PCT, qui viendra répéter les mêmes slogans à la télé en disant oui, on a été faire tel dialogue, on a participé à telle chose. Non, tous les Congolais, toute la jeunesse congolaise. Est-ce qu'il y a des mesures fortes, concrètes? Non. Est-ce que si vous regardez le budget, le projet de loi de finances de 2020 jusqu'à 2024, depuis que la jeunesse est au cœur de tout ça, on vient lancer des slogans à la télévision. Si vous regardez le projet de loi de finances, voyez-vous le budget que l'État consacre à développer à porter toutes ces politiques publiques? Quand on parle dans les différentes mesures de cette année de la jeunesse, 100 000 emplois, 10 000 dans la fonction publique. En même temps, figurez-vous, M. Perrin, l'État a augmenté, rehaussé l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire que les seniors vont travailler encore plus longtemps. Et en parallèle, on dit qu'on va créer 10 000 emplois dans la fonction publique déjà identifiés. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Ces accords montrent la fragilité des institutions de notre pays. Et comme tu l'as dit, ces accords sont illégaux et inconstitutionnels. Donc, ce qui plonge notre pays dans une crise sans précédent, qui ressemble à peu près à celui du 5 juin 1997. Donc, pour nous, les institutions actuelles sont devenues caduques. Donc, le président de l'Assemblée et le président du Sénat devraient convoquer le ministre Pierre Madiala et Christelle pour justifier de cette vente illégale. Tu sais, Christian, il faut toujours partir du principe de précaution. Si le Rwanda a dit qu'ils ont acquis, on suppose que c'est vrai. Et le gouvernement, comme on l'a dit, ils ont cédé. Mais nous, par principe de précaution, il faudrait que le gouvernement congolais, par le biais de Pierre Madiala et Christelle, puisse se justifier au Parlement. Et si ils n'arrivent pas à se justifier, le peuple va prendre ses responsabilités. Quelles sont les contreparties? Il faut qu'on nous dise quelles sont les contreparties. Et en plus, c'est marqué prorogeable dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions.
Et là, on se rend compte qu'effectivement, toutes ces choses-là qui sont passées comme ça de façon opaque, clandestinement, j'ai envie de dire, c'est bien parce qu'il y avait une stratégie derrière. Et donc, c'était pas en quelque sorte quelque chose de voulu par le gouvernement. Aujourd'hui, on se rend compte que cette situation crée une crise parce que, à un moment donné, il y a les Congolais, les citoyens congolais qui sont en quelque sorte euh, euh, qui prennent cette question en main et qui se rendent compte que la situation est grave, c'est qui crée donc cette crise. Aujourd'hui, donc cette crise qui est provoquée par cette opacité du gouvernement congolais à traiter les affaires publiques, le manque de cadre et le manque de structures institutionnelles fortes pour traiter les affaires publiques fait qu'aujourd'hui on subit une crise profonde, comme l'a souligné d'ailleurs Mexan. C'est une crise qui est absolument identique à celle qu'on a vécue en 1997. Pourquoi elle est identique? Parce qu'il s'agit bien de violation de la Constitution. À partir du moment où nos gouvernants prennent des accords, signent des textes qui ne respectent pas le déroulé d'après les institutions, d'après la Constitution, on est bien dans une violation de la Constitution. Et donc, on est dans une crise profonde. Bonjour Évrard Bakwa. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci. Bonjour Mexan et bon. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est un plaisir d'être invité sur votre plateau. Merci. Je vous en prie, vous êtes tous du mouvement progressiste congolais. Merci de nous rejoindre sur R7 pour nous partager votre lecture sur les accords illégaux de cession de terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, des accords très controversés. Des Congolais se préparent déjà à travers le monde pour des marches de contestation. D'autres parlent carrément d'une résistance, y compris par la force, contre cet acte de forfaiture et de haute trahison. On rappelle à ceux qui nous suivent, à nos téléspectateurs, bien entendu, Denis Christel Sassou Nguesso, fils de Denis Sassou Nguesso, 40 ans déjà au pouvoir et qui veut encore rempiler en 2026, ont surpris les Congolais qui ont découvert à travers les médias rwandais un accord d'une série de 8 sur la cession de plus de 980 km² des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda en violation flagrante de la Constitution congolaise, notamment ses articles 44, 53, 217, 219, bref, des accords qui n'ont jamais fait l'objet d'une ratification préalable par le Parlement congolais. Mais, à en croire Denis Christel Sassou Nguesso, ces accords sont déjà mis en œuvre. Suivez. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Voilà, en dehors de cette confirmation donnée par Denis Christel Sassou Nguesso au cours d'une conférence de presse tenue à Kigali, un autre reportage réalisé par Rwanda Télévision confirme cette cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda et les Rwandais qui, d'ailleurs, les revendiquent désormais de manière claire. Suivez. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale.
entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Voilà. Alors, Évrard Bakwa, après ces éléments tout à fait cohérents, il n'y a plus de doute en ce qui concerne cette cession des terres du Congo au Rwanda. Cependant, les Congolais se posent tout de même des questions, des préoccupations d'ailleurs légitimes, j'allais dire, sur la nature réelle de ces accords. Est-ce une cession des terres, une vente des terres, un don? Et on y reviendra tout à l'heure pour comprendre pourquoi est-ce que l'ambassadeur rwandais exigeait les actes fonciers à Pierre Mabiala en juillet 2021. Est-ce que finalement c'est une autorisation simplement comme a voulu le démontrer Anatole Collinet Makosso? Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette ambiguïté autour de ces accords? Monsieur Perrin, figurez-vous que toute cette opacité, ce manque de transparence explique effectivement le soulèvement populaire qu'on commence à observer. Je veux vous rappeler ici qu'on a un pays, la République du Congo, j'ai le sentiment, en tout cas les Congolais ont le sentiment que la gestion de ce pays se fait comme si c'était une chefferie. C'est-à-dire qu'il y a un chef coutumier quelque part qui décide de donner une impulsion de faire tel acte et donc il décide, ainsi de suite, tout le monde s'exécute. Parce que, bon, ben, comme on dit, hein, Mokonzi a lobby, ainsi de suite. Il faut savoir qu'en 2015, à marche forcée, il y a une constitution qui a été imposée, en quelque sorte, aux Congolaises et aux Congolais, qui est de fait la constitution applicable en République du Congo. Dans cette constitution, il y a un certain nombre de mesures qui sont précises et pour encadrer le fonctionnement de l'État. Et parmi ces mesures, vous l'avez rappelé, hein, un certain nombre d'articles qui régissent le fonctionnement. Oui, notamment pour nos téléspectateurs qui voudront vérifier, ils pourront donc se référer aux articles 44, 53, 217, 219 et il y en a plein d'autres articles qui ont été violés. Tout à fait. On a rappelé, nous, dans notre communiqué que le mouvement progressiste congolais a émis en début de semaine, justement un cadre qui montre en quelque sorte l'illégalité de ces différents accords. Donc, en gros, je vais simplement rappeler ici le fait que dans ces accords-là, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui qui consiste à livrer à 12 000 hectares de terre, environ 12 000 hectares de terre, à l'entreprise Crystal Venture. Crystal Venture, en effet, et on se rend compte que tout le cheminement jusqu'à l'octroi de ces superficies à l'entreprise que vous venez de citer, hein, Crystal Venture, est absolument illégal dans la mesure où on a aujourd'hui une décision qui est prise, comme on le disait en préambule, par le chef, y compris, on peut citer également le ministre de la coopération internationale et la promotion du partenariat public-privé, qui décide d'une chose, et donc, bon, ben, comme c'est décidé d'une certaine manière, ça doit être imposé et passé comme ça, de façon décorrélée de toutes les mesures institutionnelles, c'est-à-dire un passage par le Parlement, et également une nécessaire validation du peuple par un recours référendaire. Et donc, tous ces éléments sont passés et sans transparence. De sorte que, on voit très bien que le peuple rwandais parle de superficie encore plus large, plus grande, puisqu'on parle d'une superficie de plus que celle de la commune de Kigali. 98 000 980 km. Oui, ce qui correspond à 98 000 hectares. Donc, il s'agit des très, très grandes superficies qui sont comme ça, a priori, données, vendues, octroyées. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on vient chercher un titre foncier, il s'agit effectivement d'une cession définitive, parce qu'on ne peut pas mettre un titre foncier temporisé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, en gros, il faut comprendre que là, c'est un don qui est fait et que ça n'appartient plus à la population congolaise. Et donc, dans tous les cas, sans venir comme ça
rajouter en quelque sorte de l'émotion à ce qui est déjà justifié par la population congolaise. Ce qu'on veut noter ici, c'est le manque de transparence dans la gestion publique. En gros, c'est ce cas qu'on cite là, c'est un cas qui, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est la problématique générale dans tous les contrats de la République du Congo avec les différents partenaires. Donc, ça manque de transparence. Alors, Bergson, bon, vous avez entendu Évrard, qui a d'ailleurs rappelé, disons, l'audience qu'avait accordée Pierre Mabiala, donc ministre des Affaires foncières du Congo, bien entendu, une audience accordée à l'ambassadeur rwandais Théoneste Muchi, je vais arriver à lire, Muchi Ndashiaka qu'on appelle. L'ambassadeur rwandais est allé réclamer les titres fonciers à Pierre Mabiala. Et tout à l'heure, Évrard l'a dit, lorsqu'on réclame les titres fonciers, cela veut dire que ça devient votre propriété. Et les superficies, aujourd'hui, c'est surprenant pour les Congolais d'entendre les grandes superficies comme ça, cédées ou vendues ou, je ne sais pas, autorisées, parce que là aussi, il y a une ambiguïté. Et donc, on rappelle simplement que le 28 juillet 2021, Pierre Mabiala avait été visité par l'ambassadeur rwandais qui est allé réclamer les titres ou les actes fonciers. Quelle lecture faites-vous, avec un recul, bien entendu, de tout ce qui se dit autour de ces accords? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Vous savez, chez nous au Congo, lorsque tu achètes une parcelle, voilà, la première chose à faire, c'est aller faire le titre foncier. Il y a un service qui est là pour recevoir les gens pour réaliser ce document. Donc, c'est tout à fait normal que l'ambassadeur rwandais aille voir le ministre congolais pour lui demander les titres fonciers, justement parce qu'il y avait eu un accord au préalable. Parce que c'est un diplomate, c'est pas un fou qui sort de l'ambassade du Rwanda pour aller comme ça au niveau du ministère. C'est qu'il y a eu des accords au préalable. Donc, voilà. Donc, ce qui suppose qu'il y a eu vente de terre. Donc, du côté de la partie rwandaise, eux, ils pensent qu'il y a eu vente de terre. Et du côté du Congo, et ils sont en train de cacher réellement ce qui ils avaient compris ensemble. Alors, étant donné qu'il y a ambiguïté, comme a dit Évrard, justement parce que le Congo est gouverné comme une chefferie, donc moi je mettrais peut-être une touche politique sur ce que a dit Évrard. Donc malheureusement, le gouvernement congolais ne rend compte à personne, ni présenter son bilan à personne. Alors, pour nous, ces accords constituent un déni de démocratie. Ces accords montrent la fragilité des institutions de notre pays. Et comme tu l'as dit, Christian, ces accords sont illégaux et inconstitutionnels. Donc, ce qui plonge notre pays dans une crise sans précédent, qui ressemble à peu près à celui du 5 juin 1997. Donc, pour nous, les institutions actuelles sont devenues caduques. Donc, le président de l'Assemblée et le président du Sénat devraient convoquer le ministre Pierre Mabiala et Christelle pour justifier de cette vente illégale. Tu sais, Christian, il faut toujours partir du principe de précaution. Si le Rwanda a dit qu'ils ont acquis, on suppose que c'est vrai. Et le gouvernement, comme on l'a dit, ils ont cédé. Mais nous, par principe de précaution, il faudrait que le gouvernement congolais, par le biais de Pierre Mabiala et Christelle, puisse se justifier au Parlement. Et si ils n'arrivent pas à se justifier, le peuple va prendre ses responsabilités. On a vu déjà les gens être motivés pour essayer de se réapproprier leurs terres. Donc, pour nous, c'est les Rwandais qui disent la vérité, justement par principe de précaution. Voilà, pour ne pas être surpris.
Voilà, les Rwandais disent la vérité par principe de précaution. Vous avez dit Mexon est bon. Je reviens donc à Hervrar Bakwa, sachant qu'évidemment, tout à l'heure, nous l'avons dit, en juillet 2021, c'est l'ambassadeur qui va remettre l'acte foncier. 2 ans plus tard, sinon une année plus tard, en avril 2022, on nous parle des accords qui ont été passés entre le Rwanda et le Congo. Et là, après, on se pose la question de savoir est-ce que les actes fonciers réclamés par l'ambassadeur, c'est dans le cadre des accords qui ont été passés 1 an après, ou bien ça concerne d'autres terres, mais bref, c'est un peu de l'ambiguïté autour. Et moi, je parlerai finalement d'une crise, comme d'ailleurs l'a dit tout à l'heure Mexon et bon. Alors, on est là entré dans une crise, allez dire, d'abord politique et socio-économique, mais est-ce que c'est une crise finalement créée volontairement comme ça? Si oui, pourquoi? Je ne pense pas que ça soit une crise créée volontairement. C'est peut-être une stratégie créée volontairement et qu'aujourd'hui, on est en train de subir les effets de cette stratégie qui a été mal menée, qui a été mal portée, qui a été mal, en tout cas, combinée. Aujourd'hui, il faut savoir que la découverte successive de ces différents événements, le gouvernement, le régime de Brazzaville est en train de la subir. Je ne pense pas que c'était fait exprès. Le fait que le Rwandais puisse annoncer à leur télévision publique l'octroi, en tout cas l'acquisition de ces différentes terres, je ne pense pas que ça ait été commandité par le gouvernement de Brazzaville en disant ok, on va créer une crise en faisant ça. Je pense que le fait que on ait nous-mêmes été chercher ces différents décrets, notamment le décret 2022-258 qui avait été signé pour l'octroi de 12 000 hectares de façon express en 2022 pour 20 ans, puisque là encore on voit des ambiguïtés du ministre de la Coopération qui parle de beaux amphithéotiques, oui. D'un côté, donc en général c'est beau, c'est généralement 99 ans, et que là finalement on découvre en allant creuser ce décret que c'est un décret signé pour 20 ans, offert gratuitement, et on sait très bien de vous à moi au Congo rien n'est gratuit, mais sur les textes c'est marqué gratuitement. Non, il faut simplement dire que même en diplomatie rien n'est gratuit, même lorsqu'on parle d'un temps où on a donné, généralement derrière il faut voir des intérêts économiques. Quelles sont les contreparties? Il faut qu'on nous dise quelles sont les contreparties. Et en plus, c'est marqué prorogeable dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Et là, on se rend compte qu'effectivement, toutes ces choses-là qui sont passées comme ça de façon opaque, clandestinement, j'ai envie de dire, c'est bien parce qu'il y avait une stratégie derrière. Et donc, c'était pas en quelque sorte quelque chose de voulu par le gouvernement. Aujourd'hui, on se rend compte que cette situation crée une crise parce que, à un moment donné, il y a les Congolais, les citoyens congolais qui sont en quelque sorte qui prennent cette question en main et qui se rendent compte que la situation est grave, c'est qui crée donc cette crise. Aujourd'hui, donc cette crise qui est provoquée par cette opacité du gouvernement congolais à traiter les affaires publiques, le manque de cadre et le manque de structures institutionnelles fortes pour traiter les affaires publiques fait qu'aujourd'hui on subit une crise profonde, comme l'a souligné d'ailleurs Mexon. C'est une crise qui est absolument identique à celle qu'on a vécue en 1997. Pourquoi elle est identique? Parce qu'il s'agit bien de violation de la Constitution. À partir du moment où nos gouvernants prennent des accords, signent des textes qui ne respectent pas le déroulé d'après les institutions, d'après la Constitution, on est bien dans une violation de la Constitution. Et donc, on est dans une crise profonde. Et c'est une crise qui est subie par le gouvernement qui voulait passer comme ça en douce, mais la sagacité des Congolais fait qu'on met tout ça en lumière. Mais est-ce qu'on peut, une seule fois, imaginer que Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir presque 40 ans, son partage, qui est entouré des grands cabinets, bien entendu, de conseils, puisse oser dans ce sens, par exemple, sachant qu'au niveau de la RDC, déjà, à l'est de la RDC, nous connaissons ce qui se passe, et on parle de l'agression rwandaise qui a déjà fait
plus de 10 millions d'habitants. Donc, il y a aussi des relations diplomatiques qui peuvent être entamées. Et là, on se rend bien compte, au-delà de la crise politique, socio-économique que je venais donc d'énoncer tout à l'heure, il y a aussi la souveraineté nationale et la sécurité, j'allais dire la sûreté nationale du Congo qui sont mises en jeu. Est-ce que cela peut relever simplement d'une erreur stratégique? Si vous me permettez, je vais peut-être compléter ce qu'a dit Evrard. Je vous en prie. Le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, ne sont pas dans la même stratégie. Le gouvernement congolais serait dans une stratégie de conservation de pouvoir. Donc, ils ont signé un protocole d'accord. Donc, il y a une partie cachée qui ne montre pas. Et le gouvernement rwandais, sachant cela, a poussé le pion un peu loin. Or, le gouvernement rwandais est dans une stratégie de nourrir sa population à long terme, dans une stratégie de survie des populations rwandaises et dans une stratégie d'agrandir l'empire des Rwandais et, si possible, mettre des pantins dans chaque pays limitrophe pour essayer de profiter de son leadership et faire avancer son pays. Alors, sachant cela, le gouvernement rwandais a piégé le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais se trouve au pied du mur maintenant. Pardon, Mexon est bon, vous dites que le gouvernement rwandais a piégé, entre guillemets, le gouvernement congolais, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite? Écoutez, en sachant qu'on a des accords cachés, d'accord? Et vous avez signé des accords. Et à un certain moment, moi, je sais que ces accords cachés, si ça sort devant le public, la communauté internationale, ça va être intoléré. Donc, je te fais une pression subtile pour avoir ce que je veux. Donc, l'intentionnalité des Rwandais va au-delà des plans des Congolais. Donc, les Congolais sont pris dans leur propre piège. Ils savent pas quoi faire, comment se comporter dans cette histoire-là. Et puis, pour répondre à votre question, vous avez dit que, pour nous, ces accords-là constituent un danger pour le Congo et pour l'Afrique centrale. On a vu ce qui se passe en RDC. Nos frères de la RDC ont accueilli les Rwandais à l'Est. Et aujourd'hui, les Rwandais sont en train de créer la zizanie, s'aimer le chaos. Vous savez que ce qui se passe en RDC, c'est un génocide incroyable qui a déjà fait plus de 10 millions de morts. Si on regarde le génocide des Juifs, c'est 6 millions de morts. Le génocide rwandais, ça fait 800 000 morts. Le génocide des Arméniens, ça fait 1 million de morts. Ça ne totalise même pas 10 millions. Vous imaginez? Dans quel drame se trouve actuellement la RDC? Mais nous, nos dirigeants politiques n'ont pas eu l'intuition politique, l'amabilité de comprendre cela et amener un peuple belliqueux, leur donner des terres. Écoute, dans 20 ans, on ne sait pas ce qu'adviendra le Congo. Et en plus de cela, les relations de bon voisinage avec la RDC. Vous imaginez? Donc, on donne aux Rwandais les territoires au niveau de la Bouenza, le Niari et le Poul. Donc, ils ont des points stratégiques pour atteindre Kinshasa à 1 heure et Matadi à 2 heures. Là, maintenant, ils ont les troupes au Centrafrique et à l'Est. Donc, ils peuvent facilement prendre en sandwich la RDC. Donc, il y a certainement des stratégies que nous ne connaissons pas, les Congolais, Rwandais, pour essayer d'étouffer la RDC, peut-être dans toute cette sous-région. Le gouvernement congolais devait être prudent, mais malheureusement, on a l'impression que c'est la maternelle au niveau du gouvernement congolais. C'est dommage. C'est comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, finalement, c'est une affaire connue désormais de tout le monde. Les Congolais se préparent à quelque niveau qu'ils soient. L'heure est maintenant probablement poser les actes pour faire reculer le gouvernement congolais, quitte à faire annuler ces accords, parce que finalement, comme vient de le dire Mexon et Bon, ce sont là des accords qui exposent
Non pas seulement les Congolais, mais tous les voisins du Congo autour. Alors, qu'entend faire finalement le mouvement progressiste congolais pour faire reculer le gouvernement congolais? Monsieur Perrin, en fait, aujourd'hui, la difficulté que les uns et les autres on a au Congo, c'est aussi que ça soit, à commencer par la représentation nationale, sans parler de citoyens lambda, c'est cette insuffisance en quelque sorte de se renseigner, de voir ce qui se passe et de contrôler en quelque sorte l'action du gouvernement. Il y a un décret, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décret 2022-258, qui fait état des choses que le gouvernement contracte, vend, donne par-ci et par-là. Tant que ça passe comme ça, de façon inaperçue, OK, le gouvernement joue un peu ses partitions et déroule. Aujourd'hui, il se trouve que les choses sont mises comme ça en public. Les Congolaises et les Congolais savent dans quelle supercherie ils ont été entraînés, dans quelle illégalité le gouvernement a contracté comme ça quelques accords, et donc plus rien ne sera laissé au hasard. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, il y a les citoyens congolais qui ont décidé d'aller réclamer des comptes au gouvernement, au régime de Brazzaville. Et donc, le gouvernement de Brazzaville n'a pas d'autre choix que de revenir sur le cadre constitutionnel et d'apporter les éléments de réponse que les Congolaises et les Congolais attendent. Ça commence par quoi? Ça commence déjà, et là, j'invite justement la représentation nationale de se saisir de cette question. Ils l'ont déjà fait, mais peut-être pas suffisamment. Ils sont là justement pour servir le peuple et non pas servir un régime. Vous savez, on dit qu'OK, on peut être député élu sous le régime d'un parti, mais en réalité, à partir du moment où on est élu, on n'est plus l'élu d'un parti, mais on est l'élu de la République. Donc, il faut qu'ils prennent en compte les revendications de la population congolaise pour aller à l'Assemblée et remettre cette question-là sur la table. On attend des réponses. Ça, c'est déjà au niveau du Parlement. Et dans la rue, eh bien, la Constitution nous permet aussi de se manifester. C'est ce qui va se passer au Congo, dans la diaspora, partout en Afrique du Sud, et ici, à notre niveau, en tout cas, dans la diaspora, la partition sera jouée. Il y a des citoyens congolais qui se sont regroupés, qui travaillent pour aller réclamer des comptes. Et donc, tout le monde sera partie prenante, Congolaises et Congolais. Et là, je ne veux pas parler au nom du mouvement progressiste congolais parce qu'il n'y a pas de récupération politique à faire à cette affaire. Il s'agit d'une affaire sérieuse et donc c'est chaque Congolais, chaque Congolaise, en son âme et conscience, qui va dire, OK, il s'agit de nos terres et on ira sur le terrain, notamment le 18 mai, pour aller demander des comptes de façon décorrélée de toute considération politique. C'est vraiment... Et pendant que vous parlez du 18 mai, comment ça se passe, avant que je ne passe d'accord vers Mexon et bon tout à l'heure, le 18 mai, c'est quoi concrètement? Eh bien, le 18 mai, c'est, comme je le disais précédemment, c'est des Congolaises et des Congolais qui se sont regroupés de façon décorrélée de toute appartenance politique. Donc, c'est des citoyens qui se disent, OK, on vient de découvrir, encore une fois, cette supercherie de vente de terres, de manque de transparence, et dans tous ces accords, et on veut demander des comptes à nos gouvernants. La première revendication, me semble-t-il, qui est demandée, c'est déjà rendre public l'ensemble de ces accords. Ceux qui sont connus, inconnus, en tout cas, les rendre publics. La deuxième chose, et on le sait déjà que ces accords ne sont pas légaux, et donc c'est simplement annuler tous ces accords, puisque les Congolaises et les Congolais peuvent avoir l'usufruit de leurs terres. Aujourd'hui, ça fait des années et des années que l'agriculture qui est prônée, comme ça, en disant que voilà, année de l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Voyez-vous, il y a des pays comme au Burkina Faso, le jeune président qui est arrivé, qui dit, OK, l'agriculture est importante pour nourrir la population. Il a mis en place un demi-millier de tracteurs comme ça, disponibles. Il le dit dans des vidéos qui existent en disant que les paysans peuvent être seuls, se regrouper et faire appel à l'État qui mettra ces tracteurs gratuitement pour venir labourer vos champs. Et là, on vous donne un moyen de faire l'agriculture. Les tracteurs ont été commandés et donc là, ça va être mis à disposition de la population gratuitement. Voilà des mesures d'accompagnement d'une politique publique.
Et là, Les on a mesures un pays. d'accompagnement d'une politique publique. Maxon est bon, je reviens donc vers vous. Alors, tout à l'heure, on a parlé évidemment de la marche qui se prépare pour le 18 mai prochain, 18 mai 2024. Mais est-ce que cela est suffisant pour faire reculer le gouvernement congolais qui a toujours coutume, le principe, vous le connaissez très bien, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que les marches suffisent pour faire reculer cette décision ou ces accords? Le problème, c'est que nous sommes devant une situation qui menace notre nation. Donc, on ne peut pas se croiser les bras. Donc, il faudrait faire quelque chose. Donc, on s'est réunis, on s'est concerté avec d'autres mouvements pour organiser une marche le 18. Et cette marche-là, c'est pour conscientiser le peuple congolais, conscientiser la diaspora dans son ensemble que le pays a besoin de nous. On doit faire quelque chose. Donc, c'est un message que nous allons passer à tout le monde, que tout le monde sache que le pays est en péril. Donc, voilà, c'est un commencement d'un ensemble d'événements. Deuxièmement, M. Perrin, on ne va pas s'arrêter là. Nous, au sein du mouvement progressiste congolais, on a des politiques. C'est un mouvement politique. Donc, c'est un mouvement qu'on a créé avec un certain nombre d'amis, de connaissances, voilà, pour défendre les intérêts du Congo, pour, par exemple, contrecarrer la situation que Denis Christel Sassou et son père veulent nous emmener dans la cession ou la vente, comme on dit, des terres. Donc, nous, on va essayer de faire quelque chose en tant que politique. Vous savez qu'en politique, il y a rien de hasard. Rien ne vient au hasard. Tout est préparé en amont. Nous, de notre côté, on a une stratégie pour faire en sorte que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. Je ne donnerai pas les détails, mais je pense que les Congolais eux-mêmes ont déjà commencé. En filou, on a vu qu'une partie de Brazzaville était en ébullition. On va encourager cela pour réveiller les Congolais, le peuple, le souverain primaire à prendre ses responsabilités. Dans le reste, dans une stratégie qu'on ne peut pas publier. Non, mais je vous comprends très bien. On ne peut pas non plus mettre à la place publique cette stratégie, sinon après, l'adversaire va se préparer pour les contrer. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, si j'ai bien compris, vous vous préparez également, en dehors de la marche, bien entendu, vous avez d'autres actions à mener pour faire reculer ce gouvernement qui est aujourd'hui tombé sous le coup, bien entendu, d'un acte de forfaiture et de haute trahison. C'est le cas de le dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit d'interpréter la Constitution pour le comprendre. Maintenant, on va passer au deuxième volet de notre émission, c'est l'année de la jeunesse. 2024, déclarée année de la jeunesse par le gouvernement congolais. Nous sommes au 5e mois, mai 2024. Est-ce encore plausible, finalement, puisque l'année de la jeunesse était aussi caractérisée, s'il faut le dire, par la création, comme ils ont dit eux-mêmes, l'employabilité de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que cela soit encore, j'allais dire, pratique? Monsieur Perrin, je vous remercie pour cette question qui est très, très mais importante, dans la mesure où on est dans un pays où presque la moitié des citoyens, de nos citoyens, ont moins de 20 ans. Et donc, la question de la jeunesse cristallise depuis des années et des années. Je vous rappelle déjà qu'il y a le fonds qu'on appelle FIGA, avait à l'époque été créé pour essayer d'apporter des solutions pour cette jeunesse. Il se trouve que, quelques années après, à part parler des scandales autour de ce fonds, on n'a pas de résultats probants. Et au-delà de cet aspect spécifique que je viens de citer, FIGA, je veux revenir en arrière, juste pour rappeler aux Congolaises et aux Congolais toutes les anciennes promesses qui avaient été faites. Rappelez-vous, M. Perrin, que pendant 40 ans d'exercice de pouvoir, nous avons été bercés par des promesses qui aujourd'hui résonnent comme des slogans, simplement. Rappelez-vous, l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2000, c'est quelque chose qu'on a entendu en tant que Congolaises et Congolais.
Vous rappelez-vous également de la santé pour tous. Ce sont des choses qu'on a entendues. Aujourd'hui, vous voyez comment se passent les hôpitaux, les patients dans les différents centres de santé, dans tout le territoire national. On a entendu parler d'autres promesses de type pièces administratives gratuites pour tous. Je pense aux cartes nationales d'identité et au passeport. Monsieur Perrin posait la Il y a eu question. même une mesure sanitaire, notamment les césariennes gratuites, le traitement Exactement, du la gratuité paludisme de tout ce qui gratuit, mais est bon, malheureusement. césarienne. Poser la question aux Congolaises et aux Congolais qui souffrent dans les différents hôpitaux, les difficultés pour pouvoir bénéficier d'une césarienne, pour pouvoir obtenir simplement un passeport. Mais en réalité, les Congolaises et les Congolaises le savent, ce sont des slogans qui sont lancés comme ça, et il n'y a pas de cadre institutionnel assez fort pour porter, pour mener ces slogans. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un cadre constitutionnel, d'un cadre institutionnel, des institutions fortes, l'État fort, qui puisse porter toutes ces mesures publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas décréter année de la jeunesse sans la partie institutionnelle qui puisse accompagner tout ça. C'est quoi une année de la jeunesse? Est-ce que vous avez entendu parler des mesures concrètes qui seraient, par exemple, la gratuité de tous les transports pour les jeunes? Ce qui favoriserait justement le développement, comment dire, l'expansion ou les différentes initiatives que pourrait prendre la jeunesse. Transport, par exemple, à moins 50% pour tous les billets d'avion, transport gratuit ou moins 50% pour les billets de train. Est-ce que vous avez entendu parler des mesures d'accompagnement de la jeunesse, par exemple des aides pour la création d'emplois, de la formation réelle et non pas quelques poignées, et par-ci et par-là, la jeunesse du PCT, qui viendra répéter les mêmes slogans à la télé en disant oui, on a été faire tel dialogue, on a participé à telle chose. Non, tous les Congolais, toute la jeunesse congolaise. Est-ce qu'il y a des mesures fortes, concrètes? Non. Est-ce que si vous regardez le budget, le projet de loi de finances de 2020 jusqu'à 2024, depuis que la jeunesse est au cœur de tout ça, on vient lancer des slogans à la télévision. Si vous regardez le projet de loi de finances, voyez-vous le budget que l'État consacre à développer à porter toutes ces politiques publiques? Quand on parle dans les différentes mesures de cette année de la jeunesse, 100 000 emplois, 10 000 dans la fonction publique. En même temps, figurez-vous, M. Perrin, l'État a augmenté, rehaussé l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire que les seniors vont travailler encore plus longtemps. Et en parallèle, on dit qu'on va créer 10 000 emplois dans la fonction publique déjà identifiés. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Est-ce que l'emploi, c'est des emplois fictifs ou c'est réellement un besoin au sein de la fonction publique où on a identifié qu'il manque 10 000 emplois et que derrière, on va recruter? Donc, on sait que la fonction publique est pléthorique et tout ça, de façon générale, on se rend compte que les Congolais le savent, que c'est encore des slogans supplémentaires qui sont donnés sans mesure de vérification et de contrôle. Y a-t-il, et je terminerai par ce point, une agence de statistiques pour regarder d'où on est parti avant ce nouveau slogan et au 4e mois, là on attaque le 5e mois, où est-ce qu'on en est de ce slogan par rapport à toutes les problématiques auxquelles les jeunes font face? L'eau, l'électricité et ainsi de suite, c'est toujours les problèmes majeurs. Donc des nouveaux slogans, malheureusement les Congolais le savent que ça n'emporte rien. Merci beaucoup, Évrard. Alors, vous avez dit des slogans, et c'est la question que je vais donc reposer à Mexan et bon. Est-ce que ce sont là des annonces qui finalement constituent une stratégie de pillage des finances du Congo? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait annoncé, comme l'a dit tout à l'heure Évrard, des mesures, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des décennies, on annonce eau pour tous, santé pour tous, comme qui dirait, on a aussi annoncé la création des emplois depuis fort longtemps. 2009, je me rappelle, Denis Sassou Nguesso a annoncé 40 000 emplois, rien n'a été fait. 2019, il vient annoncer aussi la création des emplois, mais avec un accent particulier sur le recrutement des enseignants. Il parlait de 2000 enseignants, rien n'a été fait, les enseignants déambulent encore et ils sont là en train de manifester pour leur intégration à la fonction publique. Et 2024, on dit année de la jeunesse et on parle de 10 000 emplois identifiés déjà, c'est-à-dire des postes au niveau de la fonction publique étaient déjà identifiés et donc il ne restait qu'à lancer finalement
le recrutement, à côté de ces 10 000, on a parlé de 90 000 emplois à créer. Ma question, c'est de savoir si cela est réaliste, mais en rappelant aussi, tout à l'heure on l'a dit, on a parlé du FIGA. De l'argent a été dilapidé au FIGA. À ce jour, je ne sais pas si on a déjà sanctionné quelqu'un, mais avant le FIGA, il faut rappeler aussi que lorsque Anatole Coliné Makosso était au ministère de la Jeunesse, il y a eu un fonds comme ça, 1 milliard de francs CFA, du fonds de soutien à l'entrepreneuriat juvénile. Cet argent avait été débloqué, mais on n'a rien vu. Les jeunes n'ont jamais vu. Est-ce que ces mesures-là ou ces annonces ne sont finalement simplement pas des stratégies de détournement de l'argent? C'est-à-dire, on vous annonce quelque chose et derrière, on profite de tout prendre et mettre dans les poches. Bon, écoutez, moi je pense que on ne vit pas dans le même monde que Sassou Nguesso. Il vit dans son monde de rêve. Parce que en 40 ans de pouvoir, Sassou Nguesso n'a jamais honoré une promesse. Vous l'avez cité, non? Vous avez dit, gratuité de passeport, gratuité de césarienne, et j'en passe. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'imaginaire qui est dans la tête de Sassou Nguesso. Donc, pour s'auto-convaincre lui-même. Parce que pour un Congolais sérieux, qui se réveille le matin, il n'a rien, il n'a pas de travail, il ne sait pas quoi faire. Voilà, pour les Congolais, c'est grave. Et on est tellement habitué avec lui et que j'utiliserai la métaphore suivante. Sassou Nguesso, c'est qu'il ment. Les Congolais savent que Sassou Nguesso ment. Sassou Nguesso sait que les Congolais savent qu'il ment. Et le monde entier sait que les Congolais savent que Sassou Nguesso ment. Donc, on est dans ce contexte-là. On est dans cette bulle-là. Donc, de mon point de vue, s'il voulait réellement créer les emplois pour les jeunes avec son soi-disant année 2024, année de la jeunesse, il devait d'abord donner des signaux très forts. Par exemple, la nomination d'un Premier ministre qui fait partie de la jeunesse. C'est-à-dire un Premier ministre qui a moins de 35 ans. Je ne sais pas si Sassou sait que la jeunesse, ça s'arrête à 35 ans. Pour lui, c'est à 60 ans, je pense. Puisqu'il a reconnu... Oui, à 60 ans, vous avez raison. La preuve, c'est qu'au Congo, on vit encore, on est jeune jusqu'à 70 ans. Donc, voilà. Evra l'a dit. Parce que lui, il a promis 10 000 emplois qu'il a déjà identifiés dans la fonction publique ou dans l'armée. Mais comment est-ce que le pays, qui ne sait pas que le pays en ce moment est en faillite, comment est-ce qu'on peut mettre encore, c'est-à-dire embaucher les gens sans budgétiser cela au niveau des comptes de l'État? Mais c'est de l'aventure. Donc voilà, ce sont des carabiscouilles, comme a dit Evra. Donc parlons maintenant de 90 000 emplois, en dehors des 10 000, parce que c'était 100 000. Mais 10 000. Donc oui, le secteur privé peut être créateur d'emplois. Mais il faut savoir aussi s'y faire aussi. Si tu connais rien, voilà, tu jettes les slogans au niveau dans ton fauteuil, chez toi, à la maison, devant ton caméraman. Ben écoute, pour nous, c'est du n'importe quoi. Parce que, pourquoi je dis c'est du n'importe quoi? Avant d'avancer de telles promesses, il faudrait d'abord créer un environnement positif pour les affaires. Deuxièmement, il faudrait lutter contre la corruption. Troisièmement, il faudrait avoir la maîtrise de l'énergie. C'est très important. Les entreprises congolaises qui vont se créer ou étrangères qui vont venir, il n'y a pas de courant. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'eau. Alors, le gouvernement ne sait pas atteler sur la simplification. Il n'y a pas de programme du gouvernement pour la formation des jeunes pour les petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas un interlocuteur du gouvernement pour recevoir les jeunes et orienter les jeunes. Il n'y a pas une banque publique d'investissement ou le gouvernement, comme le FIGA, comme tu as dit. Pour moi, je suppose que c'est une banque publique d'investissement qui prête de l'argent aux jeunes pour ouvrir le business. Il n'y en a pas. Et le FIGA qui représentait un peu cette banque-là, ils ont tout volé. Donc, pour nous,
Et puis, est-ce qu'il y a une politique pour donner aussi aux jeunes entrepreneurs une part des marchés publics? Il n'y a rien. Rien n'est fait. Donc, à la fin, voilà, nous sommes à 5 mois de la proclamation de 2024, année de la jeunesse, 0 emploi créé. Mais moi, je pense que M. Sassou devrait se retirer tranquillement avec son harem de femmes à auto et le merci. Voilà. Merci, Bexon. Et bon, vous dites Denis Sassou Nguesso doit se retirer, mais encore, il faut chercher à savoir s'il a ce courage-là de se retirer, de se remettre en cause, savoir que finalement, j'ai très mal géré le pays. C'est un bien commun. Est-ce qu'il ne faut pas donner la chance au Congo, c'est-à-dire en laissant bien sûr les autres montrer de quoi ils sont capables. Vous avez parlé de l'énergie, déjà qui n'est pas disponible au Congo-Brazzaville, et ça, c'est tout le problème. On ne peut pas parler de la création de 100 000 emplois quand on ne maîtrise pas l'énergie, parce que l'économie, c'est encore quelqu'un qui le disait, le plus simplement possible. L'économie, c'est quoi? Mais c'est la transformation de l'énergie. Donc, énergie plus matière première, vous avez l'économie. Et donc, quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. Quand il n'y a pas d'économie, on ne crée pas d'emploi. Mais en tout cas, finalement, on se rend compte que c'est une entourloupe parce que... mais vous avez dit qu'il faut lutter contre la corruption. Et ce qu'on ne dit peut-être pas souvent, c'est aussi le rapatriement de l'argent quand même qui a été volé. Que les Congolais savent que leur argent est planqué dans les paradis fiscaux. Nous disions tout à l'heure qu'il y a 5 dignitaires du régime congolais, le régime de Brazzaville, qui disposent à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA, s'il vous plaît. C'est beaucoup d'argent. Et quelqu'un me posait même la question, mais chez vous, finalement, on peut voler 1 milliard comme ça facilement, et puis cela n'inquiète personne, personne n'est interpellé. Je dis, il y en a même qui, à eux seuls, et c'est là où je vais encore retrouver cet élément pour dire, mais en fait, tous des fonctionnaires, qui ne sont même pas des affairistes, qui n'ont pas d'entreprise, mais à eux seuls disposent de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux, l'argent volé dans les caisses du Congo. Il s'agit donc de Lucien Ebata, Rodolphe Adada, vous avez Gilbert Odongo, Christelle Denis Sassou Nguesso et Richard Bruno Itoa. Les 5 sont encore au gouvernement, ils sont encore là en train de circuler tranquillement au Congo. Ils n'ont jamais été inquiétés. Mais à côté des 5 500 milliards, il faut rappeler les 14 000 milliards qui représentent environ 26 milliards de dollars. Je dis bien 26 milliards de dollars. Donc, en réalité, 8 ans de budget du Congo. Les Congolais pouvaient rester chez eux à la maison, sans travailler, mais ils ont un budget voilà, qui est déjà là, sur 8 ans, bien entendu. 26 milliards. Dépôt d'une plainte ce 31 juillet 2023 devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage présumé de fonds publics. Suite à la disparition, comme vous le savez tous ou presque, de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains, issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers réservés pour les générations futures. La plainte a été déposée par la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers regroupant des personnalités indignées et une dizaine d'organisations non gouvernementales des droits humains, dont l'OCDH, MCC, CDHD, RALBOL, ARPA2DH et M22. Dans le cadre du mandat de la société civile au titre du contrôle citoyen de l'action publique, la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville vient de déposer devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage de présumés fonds publics. Comme vous le savez, le 12 août 2006, le président de la République, devant le Parlement réuni en Congrès, annonçait l'ouverture d'un compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, afin de déposer pour le compte des générations futures les recettes excédentaires issues de l'augmentation de la production pétrolière et du fait de la forte hausse du cours du pétrole sur le marché international. Ce compte, qui a toujours été alimenté, avait engrangé au cours des 10 premières années
un dépôt estimé à 14 000 milliards de francs CFA, soit environ 25 milliards de dollars américains. Ce montant a été confirmé par des interventions des officiels congolais, y compris le président de la République lui-même. Or, à ce jour, cette épargne destinée aux générations futures serait portée disparue. Et ça, on ne le dit pas souvent, on ne fait pas pression pour que, finalement, que ce régime rapatrie cet argent, c'est l'argent des Congolais. Et Varba quoi? Écoutez, M. Perrin, c'est une question très, très cruciale. Aujourd'hui, on va dire que tout ce que vous citez, en termes de somme, c'est une affaire de gros sous et ça ne peut pas passer inaperçu comme ça. Le temps viendra où on fera On pourrait créer des emplois avec, non? Bien sûr qu'on pouvait créer des emplois. Quand tout à l'heure je vous ai cité des tracteurs que le Burkina Faso a mis à disposition, a fait l'acquisition et a mis à disposition la population pour pouvoir porter l'activité de l'agriculture au niveau de la population locale. Et bien sûr que ça peut créer l'emploi si, avec cet argent, plutôt que d'aller faire des accords que les Congolais n'acceptent pas, parce que, ah oui, voilà, bien entendu, il faut aller chercher des finances. Bien entendu, dans tout pays, on cherche des finances, on va chercher les investisseurs. Il faut faire venir les investisseurs. Mais ça commence par quoi pour faire venir les investisseurs? Ça commence par un socle institutionnel solide. Tant que la corruption sera juste des slogans, où on a des organismes qui sont créés parce que les institutions internationales ont demandé de créer des organismes de lutte contre la corruption, et que derrière, on crée l'organisme, 1 an, 2 ans, 3 ans après, on voit passer des scandales financiers, il n'y a pas de commission d'enquête, les parlementaires sont bouche bée, l'organisme créé à cet effet pendant des années après, on ne sait pas quelles sont vos trouvailles, alors qu'il y a des sujets comme ça, les Panama Papers lancent des alertes, des choses comme ça, et l'État, la représentation nationale ne se saisit pas de tout ça. En gros, on se rend compte qu'effectivement, ça n'avance à rien. Et donc, en gros, ces questions-là, ces sommes que vous citez là, qui sont importantes, ne passeront jamais inaperçues. Les Congolaises et les Congolais savent très bien qu'il y a de l'argent qui a été dilapidé. Tous ces nouveaux riches que vous voyez à gauche et à droite, j'aimerais qu'on puisse dire ici, on voit qu'effectivement, il y a un industriel dont son père, l'arrière-père, les parents étaient des agriculteurs, c'était des industriels. Ils ont amassé une richesse, ils ont créé des emplois. Aujourd'hui, même ceux qui puisent dans les deniers publics, ils sont infoutus de créer une entreprise avec même 10 employés. Pris comme ça. Oui, ok, on peut prendre son petit copinage, effectivement, pour dire, ok, au contraire, ils viennent même dans les affaires publiques, avoir des marchés réservés, des choses comme ça, des scandales où les enfants, en quelque sorte, où la famille proche des dirigeants se retrouve à prétendre accéder au marché public. Non, j'aimerais qu'on dise, OK, il y a des marchés publics par rapport à l'année de la jeunesse, ces marchés publics, ce qu'on appelle la notion de marché réservé pour toute la jeunesse congolaise, nord, sud, est, ouest. Voilà ce qu'on attend. Et non pas des marchés réservés pour les proches. Et donc, pour revenir sur votre question, oui, bien entendu, c'est une question cruciale. Cet argent permettrait de faire beaucoup d'investissements, beaucoup de création d'emplois, et ça ne sera pas perdu, puisqu'on le sait très bien que toutes ces personnes qui sont au Congo, on se connaît tous. On se connaît tous. Donc, c'est pas parce qu'on a fait la politique qu'on va dire, OK, je suis assis sur 1 milliard, 2 milliards, toutes les sommes que vous citez, c'est pas possible. Ces sommes appartiennent au peuple congolais. Cet argent appartient au peuple congolais. On va donc clôturer notre émission. Je vais vous laisser donc quelques secondes chacun pour conclure. Nous avons donc fait état ici des accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda qui constituent désormais finalement une menace pour la sécurité et la souveraineté du Congo-Brazzaville, mais aussi des voisins qui nous entourent. Il n'y a pas que la RDC, mais il y a aussi l'Angola à côté, qui doit s'en inquiéter, probablement. Et nous avons parlé de l'année de la jeunesse, où on a rappelé un certain nombre, évidemment, des promesses aussi qui avaient déjà été faites, mais jamais réalisées, de l'argent détourné, un tour de bras, et c'est devenu finalement un mode de gouvernance au Congo-Brazzaville. On se demande, mais c'est quoi ce pays où on peut voler comme ça tranquillement et puis on circule. Bon, depuis des années, depuis des décennies,
cela n'inquiète personne et dans le même temps, on peut parler de développement du pays et de l'année de la jeunesse. On va commencer donc par Mexan et Bon. Oui. Que peut-on retenir de cet entretien en définitif? Et on va conclure. Et voilà. Bon, je voudrais quand même dire un mot sur les milliards Je vous en prie, oui, allez-y. Envolés. Alors, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que le père de Bouillet était un industriel? Non. Est-ce que le père de Bruno Eto'o était milliardaire? Non. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent-là? Tout simplement parce qu'ils ont volé à l'État congolais. Vous imaginez? L'État congolais les a pris à l'État sauvage, excusez-moi de l'expression, pour les mettre à l'école, pour les envoyer dans les grandes universités européennes. Et ils sont venus au Congo pour servir l'État. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui qui ont détruit l'État. Vous imaginez quelle méchanceté? Et je vous dis même, avec un seul milliard, c'est-à-dire en dépensant 1 million par mois, quelqu'un peut vivre longtemps, tout à fait. Mais eux, ils ont décidé de voler des sommes faramineuses. Non, de tuer le Congo carrément, alors, détruire. C'est incroyable. Pour moi, c'est la sorcellerie. Et la conséquence de cela, c'est quoi? Alors, à Pointe-Noire, le commandant de la zone est parti à la morgue pour imposer qu'il y ait seulement 40 corps qui sortent à la mort chaque jour. Parce qu'il y a des corps partout. Parce que le système de santé est dans un état catastrophique. Et si aujourd'hui, nos enfants, nos frères sont dans la délinquance, c'est parce qu'ils ont volé l'argent de l'éducation. Mexan est bon. Il y a une information que vous venez de nous donner qui est très importante. Juste pour quelques secondes, vous dites le commandant de zone a instruit à la morgue de ne sortir qu'un nombre donné des corps. Vous parlez de 40 morts. Déjà 40 par jour, c'est beaucoup pour une petite ville comme Pointe-Noire. Après, on se pose la question, quelles sont les causes qui... J'ai un parent qui est décédé, donc voilà, on leur a imposé ça. Le corps de mon parent est par terre, sur la bâche, à la morgue. Parce qu'il y a des consignes bien claires et précises du commandant de la zone pour ça. Voilà pourquoi... Mais pourtant, le Congo n'est pas en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une épidémie qui peut... Mais effectivement, ils ont volé l'argent qui pouvait être orienté dans le système de santé, dans l'éducation. Voilà. On se retrouve dans une situation du début de haïtisation du Congo. C'est triste. Ces gens-là doivent partir. Donc, nous devons réfléchir, trouver des solutions pour essayer de secourir le peuple congolais. Aujourd'hui, il y a le chômage est endémique, le système de santé est catastrophique, les gens sont dans la détresse. Oui, le MPC est en train de réfléchir pour des solutions concrètes. Nous allons aider nos compatriotes. Nous savons que le génie congolais existe et nous disons aux Congolais, un peu de patience, nous allons y apporter des solutions. Donc, voilà ce que j'avais à dire en conclusion. Ben, c'est un peu triste, mais bon, c'est la réalité du Congo actuel. C'est la réalité du Congo actuel, c'est triste, on l'a dit tout à l'heure, et c'est une information que nous allons encore bien exploiter, dire que 40 corps doivent sortir par jour, cela veut dire qu'il y en a plus que ça, et vous avez dit, il y en a même qui sont, donc, on va le garder comme ça, par terre. Oui. C'est horrible d'apprendre. Écoute, voilà, cette information est crédible. Si vous connaissez quelqu'un pour moi, dites-lui d'aller à la morgue, voilà, il vous livrera la même information. Et Frère Bakwa, un petit pays de 6 millions d'habitants, on entend là, ça c'est dans une ville, hein, Pointe-Noire. On n'a pas parlé des autres villes. Et on instruit, ça veut dire que même eux-mêmes au niveau des gouvernants s'inquiètent parce que c'est trop de morts. Alors donc, pour éviter d'attirer l'attention des gens, pour qu'on ne dise pas qu'il y a quelque chose qui se passe au Congo, eh ben, filtrer évidemment les sorties, moins de, ou sinon 40 morts. Mais déjà 40 c'est trop. Je dis bien c'est trop pour une seule ville. Là n'était pas en fait notre sujet, mais bon, c'est une information capitale parce que elle tient lieu de la vie des Congolais. Nous disions donc tout à l'heure, on a parlé des cessions des terres du Congo au Rwanda et de l'année de la jeunesse. Que peut-on donc retenir en définitive? On peut retenir ici, et ce qu'on a envie de laisser, de dire aux Congolaises et aux Congolais, puisque là on s'exprime aux Congolaises et aux Congolais, c'est eux qui attirent notre attention, c'est ce pourquoi on est là.
et non pas ce régime qui est entré dans une forme de mutisme. Hein, comme on dit, hein, ils ont l'habitude de ce slogan, le chien aboie, la caravane passe, mais non. Oui, mais si le chien, pardon Évrard, si le chien aboie, la caravane passe, n'est-ce pas parce que les Congolais ne font rien et qu'ils sont conscients évidemment que bon, les Congolais ne feront rien, on continue, on fait, ainsi de suite. C'est la Parce suite. que même moi, C'est la suite on de ce dit que j'allais toujours dire. que quand quelqu'un a le pouvoir, il a toujours tendance à en abuser. Et si on ne l'arrête pas, voilà pourquoi il faut des institutions fortes pour arrêter le pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais est-ce que dans le cas du Congo, n'est-ce pas que les Congolais, j'allais dire, la jeunesse aussi, euh, la jeunesse elle-même n'est pas aussi responsable le fait de laisser faire, voilà. Elle sait ce qui se passe, mais elle ne dit rien, elle est résignée. Non, mais alors, en fait, c'est la notion de prise de conscience. C'est cette notion de prise de conscience qui est prépondérante. Et nous assistons aujourd'hui à une jeunesse congolaise qui est en train de prendre conscience. Je reviens juste, le Congo, un pays de 6 millions d'habitants, je le disais tout à l'heure, la moitié de la population a moins de 20 ans. La moitié de la population. Et aujourd'hui, plus ça va, plus les promesses ne sont plus audibles. En tout cas, c'est plus que les Congolais ont réalisé que ce ne sont que des slogans. Et donc, cette prise de conscience fera quoi? Cette prise de conscience fera que les Congolaises et les Congolais vont prendre leurs responsabilités. Pourquoi les Congolais doivent prendre leurs responsabilités? En fait, on est un petit pays qui n'a plus besoin d'un messie. Avant, les Congolais se disaient, tiens, il y a peut-être, ah oui, tel mouvement qui vient de se créer, tel leader qui est par-ci, tel leader qui est par-là. Ah, le MPC, ah oui, c'est qui leur leader? C'est qui? On n'a pas besoin de messie. Le Congo n'a pas besoin de leader qui incarnerait la révolution ou le renouveau. Les Congolaises et les Congolais sont en train de comprendre et ils doivent comprendre que c'est eux, leurs libérateurs eux-mêmes, qui doivent en quelque sorte faire en sorte que le Congo soit libéré. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous entendez par-ci et par-là des manifestations. Nous, en tant que courant politique, notre devoir, c'est d'apporter des solutions et d'aller rechercher leur confiance en disant, voilà ce qui a été fait. On est en train de faire des observations, des constats, ce que l'État congolais ne fait pas, faire des évaluations de ce qui a été promis, ce qui n'a pas été fait, et nous portons des solutions par rapport à toutes ces problématiques pour renforcer en quelque sorte les institutions, pour renforcer le climat des affaires, parce que pour créer des affaires, faire des affaires, il faut de la confiance auprès de la population, mais aussi auprès des partenaires internationaux. Et donc, il faut, pour que ce cadre soit opérationnel, eh bien, il faut des institutions fortes, et non pas un petit chef qui est fort là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de leader. Et ce qu'on a voulu mettre en évidence ici, c'est l'opacité de la gestion publique au Congo-Brazzaville. Puisqu'on parle des accords, finalement, si les accords étaient si clairs que ça, il ne s'agit pas qu'un ministre de la coopération vienne dire « Ah oui, c'est des choses qui ont déjà été faites. Ah oui, il n'y a pas eu de bruit quand on a signé là et là. » Et non, ce n'est pas parce qu'on a été dans l'illégalité qu'il faut y rester. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais ont compris que c'était dans l'illégalité et donc, à cause de cette illégalité, qui est en tout cas anticonstitutionnelle, il faut déposer en quelque sorte les tabliers et laisser le pouvoir aux Congolaises et aux Congolais au peuple souverain de reprendre sa destinée et son destin en main en confiant cette destinée à celles et ceux qui portent des solutions concrètes. Voilà ce que je peux dire en termes de mots de la fin. Mais quant à l'année de la jeunesse, je n'ai pas envie de commenter davantage, puisque les Congolaises et les Congolais savent très bien qu'on est dans des slogans qui n'auront aucun impact sur leur quotidien. Les problématiques d'eau, les problématiques d'accès à la santé, les problématiques d'électricité sont toujours présentes et que ce n'est pas un slogan à l'année de la jeunesse qui ferait qu'un Congolais trouverait des financements pour son projet, un Congolais trouverait un accès à la santé, et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, le MPC que nous représentons travaille sur des solutions et on aura l'occasion de venir auprès de vous, M. Perrin, et aussi aller auprès des Congolaises et des Congolais pour leur montrer les premiers éléments des solutions qui peuvent être apportées aux problématiques quotidiennes des Congolais. Merci en tout cas pour cet accueil et ensemble avec tous les Congolais, toutes les Congolaises, et je rappelle le rendez-vous du 18 mai, ça sera le mot de la fin, le 18 mai, à partir de 13h, tous pour aller manifester pour les terres congolaises et pour dire non à ces accords
ces accords qui sont absolument, anticonstitutionnels. Voilà le mot de la fin. Merci. Merci Évrard Bakwa, merci Maxon Rebon. Vous êtes tous deux du mouvement progressiste congolais. Merci d'avoir été avec nous sur R7. Juste rappeler qu'on ne libère pas un peuple doit se libérer seul, et c'est donc aux Congolais de prendre la mesure de la responsabilité et dire le dernier mot. En tout cas, merci d'avoir été disponible malgré vos occupations. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Juste vous prier évidemment de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider évidemment à mieux informer les Congolais et le monde entier. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été débattus au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Je vous en prie.